parti. Bien sûr, rock'n'roll, il y a. Bien sûr, c'est une plaque tournante du milieu indépendant, underground, rock'n'roll. On avait envie de ça. Un peu prolo-punk, en fait. Il y a ce mélange de tout ça. Nous, on est content quand on a 75 personnes. La fête. Tu mets tout dans la bière et rien dans l'entrée. Pour être tout à fait honnête. Si, ce qui m'a peut-être choqué un peu, c'est la quantité de bière bue. Et là, on me dit, ouais, c'est normal, c'est vrai. Enfin, on sait se tenir quand même. On vomit pas à 10 heures, nous on vomit qu'à 4 heures, mon cher monsieur. Et même plutôt le lendemain. Bringue, bière, torchage. Mais on s'est... Ouais, c'était... Je sais pas. Enfin... Ouais, je me suis bien amusé. Nous, on nous voit, comme les gars à l'arrache, un peu... pas je m'en foutiste, mais on se prend vraiment pas la tête. Mais par contre, toujours de bonne volonté, toujours présent, etc. Toujours motivé, mais à l'arrache. Et donc il bouge le cul. Ouais, c'était pas trop calculé en fait, quoi. C'était pas trop calculé. Hein. Retiens cette phrase, nous c'était vraiment... faut pas perdre d'argent, quoi. Point barre, quoi. Ils pourraient prendre une carte de pêche, mais ils ont pris une carte de pêche. Il y a petit Fred qui fume dans les bureaux, on a le droit de le dire quand c'est enregistré. Ça, je voudrais que tu le gardes. Ben non, mais c'est rock ou pas? C'est pas rock. C'est rock, hein. Donc voilà, tu vois, avec un haut niveau d'intelligence. Enfin, je pense que là... Enfin, nous, de toute façon, on était en lutte permanente contre l'intelligence. Dis-nous, à l'époque, c'était à base de sueur et de bière. Et puis c'est un projet collectif qui s'est nourri des fois dans le chaos, dans la bière, les engueulades. Il y a quand même l'exemple, et toujours je reviens là-dessus, en tout cas pour nous, de la Soleil. Je pense que de toute cette période, il y a un vrai hommage à fond à faire aux Garberou, mais pas que, hein, on a parlé de Charles Guérin, il y a toute une clique en fait, hein, ils étaient nombreux. Quand les grosses arrêtés, c'était un peu Charles Guérin. Après, il y a eu les sourdines à lui qui ont un peu repris un peu le flambeau, et après Bocal qui a suivi tout le système. En gros, c'est ça. Mais nous, ce qu'on fait à Bocal maintenant, on est héritier de ce que faisait Bocal avant qu'on arrive avec Simon et tout. On est héritier de ce que faisait Bocal à l'époque de Mathieu, de Bitco et compagnie. Quand on nous disait qu'après ça, il se passait rien, ça ne nous convenait pas du tout. Il se passait des trucs pour nous. Bah, c'est mon bunker rock'n'roll préféré, quoi. Faut pas oublier que l'histoire de la salle Emeraude, elle est, comme tu dis, intimement liée aux bistrots qui sont autour. Le discret, et puis Tennessee après. Et Tennessee aussi. Il y a un triangle autour de cette salle quand même. C'est Petit Caf. Discret, Tennessee, alors nous on était vraiment discret. À partir de là, c'est le discret. Juste fin des années 90, c'est le Petit Caf. Moi, c'est commencé avec le Petit Caf. Puis tout était lié parce qu'en fait c'est pareil, il y avait une espèce de microcosme un peu géographique. Et par contre, on est segmenté clairement. On s'appelle les skateurs, les chichéens, les gars de la chapelle. C'est des groupes qui se rencontrent avec plaisir, qui font la fête. L'histoire des bistrots d'ici où tout le monde se rencontre, machin. Putain, si on faisait un petit projet. En fait, on échange vachement. Ouais. Donc tout se faisait, tu vois, dans... Le triangle. Ouais, c'est ça, le triangle des Bermudes. Bah ouais. On y a perdu quelques neurones aussi, mais... Discret, c'était le Saint Graal, c'était notre café, c'était... Ah mais le discret, c'était la pierre angulaire, entre guillemets. C'est-à-dire que tu sais que les gens arrivaient au discret d'abord, et après ils venaient à la salle. Ah ouais, ça, les allers-retours bar salle, on les faisait régulièrement, ouais. Tous les mecs qui ont fait de la musique, du rock, ils vivaient d'abord. Enfin, je veux dire honnêtement, à un moment, on se disait avec François, on va faire virer nos salaires chez toi directement, ça ira beaucoup plus vite. On avait des ardoises de fou. Bah, c'est là où tu fais des concerts, les concerts de Sickbed, avec, je sais pas, peut-être une centaine de personnes dans un truc de 30 mètres carrés, quoi. Puis un coup qu'on était parti dans les tours, on était tellement de tournées que même des fois on arrivait le lendemain, ah oui quand même. Mais bon, globalement oui, les premières bonnes vraies vitesses c'est là, hein. Les petits assez réguliers, quoi. Vous venez en voiture? Ouais. Tranquille, vous repartez en voiture? Ah non, on dort sur place. Vous dormez sur place? Mais bien sûr que non. Ouais. Ou alors, tu vois, on prend la voiture dans des états pas possibles, et puis on va sur les coteaux, tu vois. Mythique à un point, t'imagines pas, on a encore les yeux livrés quand on en parle tous quand même. J'arrive en poubelle, je rentre dans le bar. On n'est que sur elle, se pose mon regard. Elle est tellement belle, faut que je m'assoie au comptoir. C'est une citadelle, elle a le look d'une star.
Ça s'est passé un soir, on était bien éméchés. Et voilà, on traînait dans un bar qui s'appelait Le Discret. Ah bah oui. Tenu par François et Michel. Et dans ce bar, il y avait un jukebox. Et un jour, avec François, le patron, je lui dis, moi, mon rêve, c'est d'avoir un 45 tours et de le mettre dans le jukebox. Il me dit, vous faut combien? Et à l'époque, c'était 5000 francs, je crois. Il est parti dans la cuisine, je me rappelle toujours, et il nous a fait le chèque, direct. Et nous, on était tous là. On l'a regardé. Je vais pas te dire, peut-être 3-4 mois, peut-être 5 mois, ou 6, je sais plus, parce qu'après les dates, il était dans le jukebox. Et, c'était une sacrée fierté pour nous, quoi. Et puis il y a eu ces fameux aussi, il faut pas oublier la fête de la musique, 81, où tout le monde pouvait s'exprimer. Et les premières, c'était extraordinaire. Hein. Et donc le premier concert, donc Fête de la musique. Fête de la musique. Ouais. On avait joué pour le Discret d'ailleurs. Je me demande pas comment ça s'est passé. J'en ai aucun souvenir. Que je pense avoir entendu à poil avant qu'on commence. Et après, je me souviens de rien. Parce que moi, je me suis mis à poil. C'est ça le problème. Non, je déconne. Mais c'était super parce que là, tout d'un coup, concrétisait toutes ces répètes bordéliques qu'on avait faites. Une espèce de... Le côté famille, alors tout le monde emploie le mot famille un peu plus ou moins légèrement, mais il y a de ça quand même. Michel avait ce côté maman. Pour que je réussisse à faire le concert, Michel avait négocié avec ma mère. Elle avait dit, je la ramènerai à la fin du concert chez vous. T'as le concert qui se finit à 4 grammes du matin, Michel ferme le bar à 2h, elle me ramène à Montigny, elle revient faire le ménage après, c'est un truc fou. Mais je crois que ça vient d'une fierté aussi locale de se dire, il y a un vivier ici, et c'est toujours vrai finalement. Alors on répète où quand on est locaux à l'époque? Alors on répète à Gey, dans une ferme, à l'abandon, le lien, il n'y avait rien dedans, il y avait l'électricité. Depuis longtemps, nous, on avait déjà un petit groupe avec Fucker et Burke, ils se reconnaîtront. Et on avait un petit groupe dans un grenier de chez Fucker, Philippe. Parce qu'il n'y avait il n'y avait pas de locaux de répétition sur Bressuire. Ouais, il n'y avait rien. Donc c'était là, et le groupe Émeraude, eux, avaient une ferme aussi à Combran. Comme beaucoup de groupes commençaient à arriver à pas savoir où répéter. En 95, il y avait un afflux de groupes. Il n'y avait pas que Émeraude, les Burms et les locaux, il y avait comme Daiseko, Underskill, et qui eux aussi avaient besoin des locaux de répétition. Et c'est là que c'est Christian Massé. On était au Tennessee. Et il dit, mais il y a une possibilité de faire un truc sous les halles, sous le marché couvert. Et il a commencé à faire ce croquis où on s'est dit, des box, de répètes, une salle de concert. Et nous, on jalousait énormément d'Ifart, qui eux étaient une scène quasiment nationale, parce que moi j'ai vu quand même les Mano Negra là-bas. C'est incroyable, ils étaient quasiment pas connus. C'était dans un état lamentable. J'aurais jamais imaginé que ça serait ça aujourd'hui. Une note de gouttière, c'était bing, ça rebondissait partout, c'était horrible. C'était quasiment le Saint Graal, hein. Ouais, c'était inespéré, on croyait jamais qu'on aurait eu un truc comme ça. Alors bon, je t'avoue qu'au début c'était un peu béton, ça puait un peu le béton humide, un peu le sol était un peu haché. Mais fur et à mesure, on était tellement contents que les choses ont avancé fur et à mesure. Parce que ça démontre quand même, pour dire, c'est dans ce marché couvert, c'est quand même limite de chez limite, quoi. C'était limite, même si c'était bien après les Sex Pistols, mais c'était genre No Future, quoi. Et une sortie, ça pue le poisson, les premiers concerts qu'on a organisés là-bas, c'est... La table de mixage avait reçu du jus de poisson, les boules, quoi. Il y avait les rats dans le bordel. Les gens allaient dans une salle avec des posters collés partout dégueulasses, que je vais te dire franchement, certains pissaient dans la salle. Quand j'allais à la salle Émeraude, mettais les fringues, mon pote. Le lendemain, enfin le soir même, déjà, moi, puait la bière, la clope, et ça puait le moisi, en fait. Dans le box 1, ça nous servait de stockage quand on faisait les gros concerts au château, là, où à cause tu rentrais là-dedans, t'avais des rats.
trucs enroulés, je sais plus ce que c'était, des vieilles moquettes, des machins, ils nichaient là-dedans. Alors tu rentrais avec le balai, tu sais, puis tu... Et puis il y a quand même des toilettes tout près, mine de rien c'est un détail, mais à l'extérieur là... Les toilettes publiques. C'est toilettes publiques à l'extérieur qui recueillent quand même une bonne... Alors pendant les toilettes, il fallait s'accrocher pour rentrer dedans, mais c'est une autre histoire quoi. Faire monter qu'il y avait quand même un problème sur les chiottes à l'extérieur, notamment pour les femmes, quoi. Enfin, tu caillais les miches déjà dans la salle, et en plus pour les chiottes, c'était crado. C'était à 15 mètres, tu savais où t'allais, à l'odeur, même un aveugle savait qu'il était dans les toilettes publiques de la salle émeraude. Quand ça pue la sueur et la bière, ça me dérange pas plus que ça. Donc. Mais ça puait la vie, mine de rien, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on puait plus que la salle. Mais il y a Olivier Barbaro qui est là, qui essaie de mettre en place un règlement intérieur. Olivier, c'était le papa, hein, c'était le boss. Hein. Puis tu sais, t'avais pas envie de l'envoyer chier, quoi. Donc il le tenait bien, ce rôle-là. Ouais, j'ai essayé de mettre des règles. Mais bon. Et nous, on commençait, on était tout jeunes, on était déjà un peu les jeunes cons qui venaient foutre le bordel dans la salle. Quoi. Mais quelque part, ça me faisait chier. Parce que genre, fallait respecter les règles et tout. Mais quelque part, avec le recul, je dis, vous avez raison, parce que faire des règles dans le rock, justement, quand on n'a pas, c'est ça le rock. Le coup du barbecue, c'était dur quand même. C'est qui le barbecue? Alors, je crois que c'est les Baxter. Un jour, j'arrive, putain, ça pue, le machin, et t'es en train de faire un barbecue dans la salle. Ils arrêtent de mettre le feu, ces cons-là. Bon, ça m'a fait marrer quand même sur le coup. Peut-être que moi, j'aurais même fait pire. C'est ça le truc. Tu peux pas dire aux gens de faire quelque chose alors que toi, t'aurais peut-être fait pire. Ouais, il y a encore les posters, il y a encore le gros Surprise You're Dead d'Olivier Barbaro tagué. Qui essaie de faire un lieu sympathique, quoi, un lieu agréable. Les murs, ils étaient comme là, ils étaient recouverts d'affiches, on avait caché la misère en fait. Elle se décollait à cause de l'humidité. Le sol était dégueulasse, il n'y avait pas un centimètre carré qui n'était pas imprégné de bière. Ouais, je me souviens, on l'a monté avec... on avait récupéré, je crois, le plancher du théâtre, du vieux théâtre, pour faire une scène. Petit concert là-dedans, on allait prendre 2 parts au château, au théâtre, et puis on éclairait. Aurel, qui est déjà au théâtre, donc il vient bénévole, nous prêter 2-3 lumières pour essayer de créer des ambiances en fait, je crois. Alors, ouais, je vais faire des concerts à la con, et des fois il me dit tu peux même sortir du matos du théâtre, ou tu peux pas venir faire la technique, machin. Nous en fait on a un accord tacite, c'est-à-dire on sort du matos, mais nous on n'est pas. Nous on y va sur notre temps perso. Je sais pas s'ils s'en rendaient compte au niveau de la municipalité, mais en fait, ils donnaient un outil de jeu qui était génial en fait pour les gamins qu'on était, quoi. Non, je suis une première régie là-bas avec 3 projos, c'est un scandale. Vu qu'il n'y a rien, et vu qu'elle est pourrie et tout ça, moi je crois beaucoup à ça, t'as pas d'autre choix que de te l'approprier pour l'embellir. Et du coup, les gens ils se prennent en main et ils le font, quoi. On la kiffe cette salle, on l'aime, on est toujours en train de la gérer, quoi. C'est génial en fait. T'as presque l'impression de goûter un tout petit peu, tu vois, le truc underground de New York des années 70-80. Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu comme ça, t'avais l'impression de goûter un peu le côté un peu sulfureux de ce qu'on lisait dans les magazines, quoi. Ouais. Enfin, notre salle, elle appartient à tout le monde parce que tout le monde peut organiser ici. C'est chez vous un peu. Ah bah oui. Moi j'y passe une gavette de temps entre mon temps de musicien pour aller répéter, à l'époque mon temps de bénévole, et aujourd'hui mon temps de salarié. Ben moi j'y passe ma vie. Mais depuis longtemps. Tu sais que quand on a restauré la salle, j'ai reçu des critiques, des volets de bois vert, il fallait les entendre quand même à l'époque, j'étais jeune, qui viennent entre guillemets des gens que tu pensais ça allait être monts et merveilles, mais j'ai entendu des gens que c'était bien mieux avant, avec le jus de poisson presque, tu vois. C'était très propre, salle des fêtes, j'ai entendu c'est quoi cette salle des fêtes, et je dis oui, mais en plus je comprends le principe sur la forme. Pour les couleurs, c'était avec le responsable des services techniques, sa palette de couleurs, bon mais quoi comme couleur Étienne, le fond faut le faire en noir. Le reste, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais pas dire, vous me faites des tags, les gars, avec tous les groupes à la mode de métal. Évidemment non, quoi. Mais on vous aurait dit, on vous fait une belle salle de musique. Moi j'aurais été content qu'on nous fasse une belle salle de musique, mais après fallait pas perdre là. Et je me dis, bon Dieu, je me suis dit, ça va être ça mon lieu de travail. Ça m'a pas fait peur pour autant, mais je me suis dit, ouais, ça va être. Et donc j'arrive dans ce grand couloir et là je me dis ah oui effectivement c'est Underground. Et oui effectivement ça a l'air d'être à l'arrache un peu.
Et donc ça m'a plu tout de suite en fait. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est roots quoi. Ah ouais, moi j'adorais. Ce côté bunker, enfin... Oui, il y avait ce côté-là. Ouais. Et puis le fait d'avoir un outil d'enfoiré. Bah, des lieux un peu à la marge, où on est avec des gens qui aiment faire la fête. Enfin, après, il y a plein de manières de faire la fête, mais... Un peu crado. Ouais, bah, c'est peut-être le côté grunge de Nirvana qui ressort. Hein. Ça vous plaît ou... Évidemment. Mais putain, t'étais fou toi. T'étais obligé de nous dire ça. Ça, c'est que nous, on est attachés à cette salle. Et tu vois, d'aller faire un concert à Bocapole, eh ben, on retrouve pas notre lieu, quoi. On n'est pas chez nous, on n'a pas nos repères, c'est plus froid, c'est... Parce que c'est même pas nous qui nous en rendons compte, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Qui disent, vous vous rendez compte, vous avez une salle de concert underground, sous un marché, en plein centre-ville, qui fait pas de bruit. Mais ce qui est fou, c'est que voilà, on te file un espace, on te file des clés, et puis personne vient de regarder en fait ce que tu fais et comment tu le fais. Il y a des gens qui ont bougé tout le temps. Ça fait 20 ans que les gens bougent pour faire bouger Bressuire, parce qu'on en est fiers de notre petit vivier de musiciens et de... Bressuire bouge pas. Il a jamais bougé, il bougera jamais. C'est vrai que le Bressuire, tu vas ailleurs, tu vas autour, t'en trouves pas. Elle est reconnue quand même cette salle, je pense, en termes de groupes qui passent là-bas, d'images, d'histoire. Enfin, ça a quand même toujours été un lieu. Parce qu'il y avait une énergie aussi. Tu pouvais la piocher, tu vois, les gens étaient plutôt favorables, plutôt dispo. Quand t'es suivi par une équipe, t'as envie de faire, puis parce que t'avais envie de faire vivre Bressuire, quoi. Ras-le-bol d'entendre dire aussi, les gens le disent encore aujourd'hui, qu'à Bressuire il se passe rien, c'est tellement faux. C'est-à-dire que nous on est là, on va pas chougner parce que ça bouge pas, si ça bouge pas, on peut peut-être y faire quelque chose. Ah, puis on a vu, il y a eu aussi une espèce de petite compétition sympathique avec Diffart. Ah oui. Bressuire partenaire et Diffart.